Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 concernant mes panneaux photovoltaïques. Et on avait parlé de l'installation, comment ça a été fabriqué, est-ce que c'est compliqué, pas compliqué. Voilà, bon, allez regarder la vidéo, c'est plus simple. Cette fois-ci, on est parti sur le côté plus rentabilité du truc, entre guillemets. On va aller faire joujou sur mes graphiques Home Assistant, ça va être un peu en mode détente. Je vous ai fait juste pour vous un petit tableau Excel. Et puis on va aussi faire joujou à regarder l'intérêt des batteries, comment récupérer le surplus solaire. Et là on va aborder les batteries parce que c'est un sujet qui me plaît beaucoup. On va regarder un petit peu tous ces systèmes en pleine évolution et on va parler aussi des batteries do it yourself que j'aimerais bien pouvoir me fabriquer. Mais gros problème, vous allez voir, on abordera ça. Puis à la fin je vous ferai une petite conclusion en vous disant est-ce que je trouve ça intéressant ou pas d'installer un système photovoltaïque. Voilà. Moi c'est Geek Architect de la chaîne Geek Architect. Et on est parti pour la partie 2. Ouais, let's go! On se retrouve devant le PC. On va regarder un petit peu ce qu'on a sur mon Home Assistant. Il y a un onglet qui est vachement bien. C'est la consommation du Linky. Donc vous voyez, si je mets sur ce mois-ci par exemple, on voit que c'est vachement régulier quand même. Alors on a des pics de consommation à 4800 watts. Mais on va dire que globalement, on est dans les 650, 387 watts. Et évidemment, quand ça descend très bas, c'est parce qu'il y a le soleil, hein. Vous voyez que là on est à 22h, là gros rejet dans le réseau, il est 13h et ça signifie certainement que si on rejette autant, la voiture n'était pas en charge. C'est quand même le problème principal quand on surestime, quand on prend plus de panneaux que nécessaire, plus que le talon, on a beaucoup de rejets quand on met pas la voiture, parce que j'ai mis beaucoup plus, comme je vous expliquais dans la première vidéo, pour pouvoir recharger la voiture. Mais l'inconvénient c'est que quand la voiture n'est pas en charge, on se retrouve avec des gros trous. Voilà, on peut regarder ce tableau là qui pourrait être, alors ça donne pas grand chose, qu'on a de temps en temps des gros pics. On voit que une bonne partie de l'année je suis quasiment à zéro. À partir d'avril je commence à descendre un petit peu avec des pics de surproduction avec réinjection dans le réseau. On peut aussi regarder ce graphique là, on est le 10 juillet exactement. Voilà, c'est simple, hein. On voit les pics là, vous voyez qu'il a fait moche ce jour là en plein milieu de la journée. Là c'est une très belle journée, j'arrive à faire des pics de production à presque 2600 watts, vous voyez, hein, je dépasse les 2400 normalement possible. Et si je regarde sur l'année, là ça peut être intéressant par contre. On voit évidemment qu'en janvier on produit moins qu'en juillet. C'est étonnant cette histoire. La moyenne est plutôt dans les 500, on va dire 500, 600, allez 750. Quelque chose que j'ai pas précisé dans la première vidéo et qui est vachement important à noter, un panneau photovoltaïque produit très très bien au printemps. Pourquoi? Parce qu'en plein été, il surchauffe et un panneau qui surchauffe produit moins qu'un panneau qui est frais. En gros, plus la température du panneau augmente, moins il produit. À prendre en compte, la durée de production en été est plus longue qu'au printemps. Petit graphique intéressant. Et on a le graphique énergie. Alors je vais pas vous expliquer comment on le paramètre. Vous voyez, tout ce qui est en bleu, c'est ma consommation. En jaune, c'est la production. Et en violet, c'est ce que je rejette. Alors vous voyez que j'ai pas branché ma voiture aujourd'hui. C'est une catastrophe. Du coup, j'ai rejeté 6 kWh dans le réseau. Donc j'ai un gros souci quand ma voiture n'est pas en charge. Je vais vous montrer quand ma voiture est en charge. Sélectionner la période, on va faire ce mois-ci. Là j'ai beaucoup rejeté quand même ce mois-ci. J'ai rejeté 43 kWh, grosse perte. Et vous allez voir qu'il y a des périodes où il y a moins de pertes. Il y a 57 kWh quand même de rejeté dans le réseau. Le pourcentage d'autoconsommation sur le mois en cours, 86% de ma production qui a été consommée, ce qui est quand même pas mal. Ça dépend des mois, 84%, 88%. C'est-à-dire que j'ai produit 72 kWh et j'en ai rejeté que 9 sur le réseau. C'est vraiment un beau mois et c'était le mois de janvier. Plus on avance dans le temps, plus je produis et plus c'est compliqué. Il suffit que la voiture ne soit pas en charge pour tout de suite rejeter beaucoup sur le réseau. Et vous voyez que là c'est pas dégueulasse non plus, hein. On arrive en avril, produit 251 kWh dans le mois, j'en rejette quand même 57 dans le réseau. D'où j'aimerais bien trouver quand même une solution pour optimiser et utiliser ces 57. Si je fais un petit calcul, 57, ça fait 10 balles quand même. 10 balles foutues en l'air. J'aimerais bien optimiser ça maintenant, 10 balles de perdu pour les rentabiliser en achetant une batterie à 3-4 000 euros. Le mois de mai, je rejette 81 kWh dans le réseau sur 280 kWh produits. Plus ça va, plus ça augmente. Par jour, par exemple, on voit tout de suite les jours où la voiture était en charge. Là, la voiture était pas en charge. La voiture était en charge. Et là, solaire, 4
93. Mais vous voyez que j'en ai rejeté 6,35 dans le réseau, pas de voiture en charge, et là que 1 kWh dans le réseau. En gros 6 fois plus. Et des fois c'est encore plus flagrant que ça. Regardez, j'étais à quasiment rien de rejeté sur le réseau. Et par contre dès que la voiture n'était pas en charge, vous voyez, 5 kWh d'injecté pour 0,7 d'injecté. On va passer direct à cette année. Donc vous voyez que forcément, après on produit très peu. Plus ça va, plus on produit. Mais quand on produit quand même de manière correcte, là je produis 200 kWh pour arrondir et j'en rejette 57,60. Donc il y a vraiment moyen d'optimiser ça. Ça c'est une évidence. Mais le problème c'est combien pour optimiser ça. On en parlera dans cette vidéo. Ça c'était l'année dernière. C'est sûr qu'en hiver j'arrive à quasiment tout consommer en même temps. La production est très faible. Là il faudrait optimiser en fait la consommation. Voilà, bon vous avez un petit peu compris. N'hésitez pas à me poser des questions. Pour aujourd'hui, la voiture n'était pas en charge. Hier, elle était en charge. Vous voyez que, voilà, il y a beaucoup moins de rejets dans le réseau. Là, vous voyez que j'ai coupé la voiture et pouf. Après, le graphique est un peu trompeur parce que je n'ai pas rejeté tant que ça. 0,44 kWh, c'est pas non plus monstrueux. Donc, quand la voiture est en charge, c'était le but. J'utilise mes panneaux et c'est top. Mon problème, c'est quoi faire quand ma voiture n'est pas en charge. Une des solutions la plus appréciée des autres personnes qui ont des panneaux photovoltaïques, c'est ce qu'ils appellent le routeur solaire. Alors, je n'y connais pas grand chose en routeur solaire. Je sais que ça fonctionne par hachage et ça, renseignez-vous parce que le hachage, en gros, ça coupe, ça remet, ça coupe, ça remet, ça coupe, ça remet pour pouvoir ajuster la puissance. Et au final, il y a quelques personnes qui disent que c'est pas si intéressant que ça. Jérôme Piton, Guillaume Piton, qui a fait une vidéo que j'ai pas tout compris parce qu'il est assez pointu lui. Hein. Voilà, c'est peut-être celle-ci, harmonique et routeur solaire. Voilà, ouais. Si vous êtes intéressé par les routeurs solaires et le fonctionnement d'un routeur solaire, moi, faudrait que je la regarde. Alors lui, beaucoup plus pointu que moi. Moi, quand je fais des tests de batterie, ça n'a rien à voir avec ces tests de batterie à lui. Moi, c'est un test usagé, ça marche pas. Je suis incapable de vous dire si c'est bien ou pas. Lui, par contre, il fait des tests avec les courbes et tout. Il y a certaines personnes qui considèrent qu'un routeur solaire n'est pas si intéressant que ça dans son fonctionnement et qu'au final, pas si génial que ça. Mais la plupart des gens qui en utilisent en sont vachement contents. Hein. C'est quoi un routeur solaire? Parce que j'en parle depuis tout à l'heure. Au lieu de mettre l'électricité dans la voiture, l'électricité va dans un ballon d'eau chaude. Faut bidouiller un ballon d'eau chaude. Moi, j'ai pas de ballon d'eau chaude, donc ça voudrait dire que faut que j'installe un ballon d'eau chaude. Ça voudrait dire aussi, parce que moi j'ai une chaudière à gaz qui me permet de faire chauffage en même temps, il faudrait coupler le ballon. Voilà, je me suis jamais vraiment renseigné. Puis le gros problème, c'est que je suis pas un gros usager d'eau chaude. J'ai regardé une fois ma consommation en eau chaude, en été elle est ridicule quoi. Donc je suis pas sûr que ça m'aide vraiment. Ou alors faudrait coupler cette arrivée d'eau chaude à la machine à laver par exemple pour fournir de l'eau préchauffée à la machine à laver ou au lave-linge. Je me sens pas de partir dans cette aventure là. Pas très renseigné sur les routeurs solaires. J'y vais un peu au pifomètre, voilà, dans les 300 balles. Routeur solaire pour chauffe-eau, accumulation, donc un ballon d'eau chaude. C'est assez simple, hein. C'est-à-dire que vous êtes en surplus, plutôt que de rejeter le surplus dans le réseau, on le dirige dans le ballon. Voilà. Il y a des solutions bien moins chères avec des gens qui fabriquent eux-mêmes. Voilà, 666 €. Bon là, ça doit être vraiment trop cher. Vous trouvez des tutos dans tous les sens. C'est une des premières solutions. Alors après, il y a aussi une autre solution. Je vous en parlais la dernière fois. Je vais juste survoler. C'est vendre son surplus solaire. C'est pas du tout ce qui m'intéresse. Autoconsommation avec vente du surplus. Il y a Urban Solaire et il y a JPME. Je passe un peu rapidement. L'une des solutions, c'est de tout simplement faire installer vos panneaux photovoltaïques par une entreprise qui va revendre directement à EDF. C'est peut-être la solution la moins casse-bonbon. Hein. Vous n'avez pas de prise de tête, vous rejetez, c'est acheté. Les gens souvent on dit de la revente, non c'est de la vente. On a produit, on vend. Là c'est Urban Solar qui fait ça. Il le rachète 1,64 € par kilowattheure. Alors attention, sans changement de fournisseur d'énergie. Ça m'arrange bien. Moi j'aimerais bien effectivement notre prix d'achat du mois, donc ça change visiblement chaque mois. Alors faut vraiment étudier le truc de A à Z. Vous vendez, mais derrière il y a aussi des taxes de transport. C'est pas forcément ce que vous avez dans la poche. Il y a aussi donc JPME, la solution surplus flex, un tarif rachat fixe à vie 8 centimes d'euros. Voilà, donc vous avez la possibilité de vendre votre surplus si vous le voulez. Moi c'était pas mon idée et ça l'est toujours pas à l'heure actuelle. Hein. Et avec les andouilles qui ne changent pas d'avis, j'ai bien dit andouilles, attention. Bon, on va partir sur les batteries. Pour ceux qui suivent les news geeks de la semaine, il y a souvent, je vous parle de Anker. Et Anker me fait souvent de l'œil. C'est vrai qu'il s'étoffe. Je vous aurais fait la même vidéo il y a un an, il y avait 10 fois moins de produits. Moi mon but c'est pas du tout de faire de la sauvegarde. J'ai une petite coupure de courant, elle a duré 10 minutes aujourd'hui, ça me dérange pas. Il y avait des limaces qui sont rentrées dans le poste électrique et du coup ça foutait le feu, ça fumait, ça pétait.
Il y a la SolarBank, la SolarBank 2. Elle est arrivée avant la solution Zendure. Vous avez les panneaux photovoltaïques qui rentrent dans la Anker Solix. Vous pouvez rajouter une batterie en dessous de la Anker Solix. C'est effet onduleur, transforme le 220, elle recharge la batterie. Donc il y a tout un système intelligent. Ça peut monter à une charge de 2400 watts parce qu'on peut mettre 4 panneaux. Vous pouvez donc ajouter, comme sur le Zendure, un système de capteurs. C'est des pinces ampères-métriques qui se mettent sur l'arrivée électrique et sur l'arrivée des panneaux pour savoir ce que les panneaux produisent et ce que la maison consomme. Et ça permet à la batterie de dire il y a beaucoup de soleil, je recharge, il n'y a pas beaucoup de soleil, je décharge, on est la nuit, je décharge, de gérer automatiquement. Et c'est là qu'en fait tout le truc va se jouer. C'est en fin de compte l'intelligence ou du moins le logiciel, je pense, qui va être ultra important. Parce que moi je sais que si j'achète un truc comme ça, que ce soit Zendure, Anker, si je peux pas faire exactement ce que je veux faire, c'est-à-dire le piloter à distance, le piloter avec mon home assistant, lui dire en cas de jour rouge, je veux qu'il se passe ceci, en cas de jour blanc, je veux qu'il se passe cela, priorité à ceci, priorité à cela. Voilà, il y a plein d'usages qui vont être pour moi ultra importants et je pense que Anker, pour moi, ça n'est pas forcément la meilleure solution parce que j'ai l'impression qu'ils sont pas du tout compatibles avec home assistant. Et ça me dérange beaucoup ça. Genre 6000 cycles de charge, c'est genre si tu l'utilises à la batterie à 60% de ses capacités tous les jours, il y a des grosses restrictions. Il faut pas trop faire attention aux chiffres. Donc on peut en injecter 1000 watts sur le réseau, si je comprends bien. On peut monter à quasiment 10 kWh de capacité de batterie. Elle est IP65, elle est censée pouvoir aller dehors. Elle peut fonctionner jusqu'à moins 20 degrés. En gros, il y a un système de radiateur pour la chauffer. Moi, la question, c'est pas en hiver, c'est plus en été quand il fait super chaud. Les batteries, ça aime pas le froid, mais ça aime pas le chaud non plus. Si vous pouvez la mettre à l'intérieur, c'est toujours mieux. C'est plus du tout le même fonctionnement. Ça veut dire qu'il faut emmener les câbles à l'intérieur de la maison. L'ancien système d'Anker n'avait pas d'onduleur. Là, vous avez les panneaux et la batterie possède son onduleur. C'est ce qui permet de transformer le courant continu des panneaux en courant alternatif pour votre maison. La SolarBank, la première du nom, moi ce serait plutôt celle-là qui m'aurait intéressé, mais celle-ci, on ne peut pas lui mettre les pinces ampères-métriques pour pouvoir gérer en fonction de la consommation de la maison. Ça m'embête plus que beaucoup. Celle-ci est quand même à un tarif ultra agressif, 839 € pour une batterie de 1600 watts. Il n'y a pas d'onduleur, vous branchez les panneaux à la batterie se recharge et ensuite la batterie va dans les onduleurs vont dans la maison. Vous interfacez la batterie entre vos onduleurs et les panneaux photovoltaïques. Alors ce qui est plutôt pas mal parce que ça évite de racheter des onduleurs, en sachant que moi j'en ai déjà. En gros, si je prends des Anker SolarBank 2, je mets mes onduleurs à la poubelle. C'est où le prix 1400 € pour 1600 Wh. 2200 € pour 3200 Wh. Alors gros problème avec Zendure, moi ils me rassurent pas du tout, ils ont l'air pas du tout réactifs. Leur système me convainc, mais de temps en temps je vois quand même beaucoup de choses sur internet qui me refroidissent un peu sur leur système de fonctionnement. On part sur un système Zendure tout bête, une batterie de 2 kWh, on est à 1600, donc au niveau du prix c'est un petit peu plus intéressant. Zendure a l'air un petit peu plus intelligent au niveau des capacités d'intelligence de recharge et je crois que le logiciel Zendure est interfaçable avec Home Assistant. Donc là ça fait quand même beaucoup de petits points, c'est-à-dire qu'on est à peine plus cher. Si je prends deux batteries, là on est à 3800 Wh, 2004. Bon, il y a 200 balles de plus, mais on a plus de capacité. Et le très gros avantage de cette Zendure, j'aimerais bien que vous montrez comment ça fonctionne ce truc. Bon, en gros, c'est une batterie, Ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a plusieurs styles de fonctionnement. Elle correspond à peu près à la Anker, c'est-à-dire qu'elle a un onduleur. Sur la Anker, vous êtes obligé de brancher les panneaux sur la batterie directement. Là, vous pouvez brancher la batterie n'importe où chez vous, directement en 220 volts et elle est capable de charger en 220 volts et de décharger, c'est-à-dire de réinjecter aussi dans votre maison un peu d'électricité en fonction de votre consommation, et ça c'est vachement bien comme système, vraiment il a l'air plus polyvalent et puis l'avantage c'est que ça permet de le mettre dans la maison, d'éviter de le laisser aux intempéries dehors. C'est sûr que si vous branchez les panneaux directement, ça évite une transformation, c'est-à-dire que la batterie est rechargée en courant continu, parce qu'une batterie c'est en courant continu. Ensuite l'onduleur transforme en courant alternatif. À chaque transformation, il y a une perte. Alors que si vous mettez la batterie dans la maison, vous avez les onduleurs des panneaux qui vont transformer le courant continu en courant alternatif. Ensuite, ce courant alternatif va se balader dans la maison, il va aller jusqu'à la batterie. La batterie, si elle a besoin d'être rechargée, ça va rentrer dans la batterie. Le courant alternatif retransformé en courant continu pour recharger la batterie. Et ensuite, quand la batterie aura besoin de décharger dans le réseau, de transformer ce courant continu en courant alternatif. Une transformation en plus, donc des pertes en plus. Forcément, il y a des pertes de fonctionnement. D'ailleurs, en parlant de perte de fonctionnement, c'est un point qu'on prend très peu en compte quand on se fabrique des batteries, quel que soit le système consomme, même
quand il ne sert à rien, c'est-à-dire quand il est en veille, ça consomme. Et cette consommation, elle est loin d'être négligeable et peut même rendre les batteries en fin de compte complètement inintéressantes au niveau de la rentabilité. Après, il y a la possibilité de se fabriquer soi-même sa batterie. Alors, on va survoyer le truc parce que je vais pas non plus rentrer dans les détails de ouf. Vous pouvez très facilement acheter des batteries LiFePO4. C'est des kits batteries comme ça que vous assemblez les uns aux autres avec des systèmes de barres. Vous rajoutez un système de BMS, les DALI, je crois ils sont bien, qui permet de gérer la charge, de protéger la batterie, de gérer l'équilibrage, enfin plein de choses. Bon, après, il faut un chargeur. Alors moi, le problème avec ce système-là, globalement, je pense que je suis capable de fabriquer la batterie et c'est le pilotage de la batterie qui me pose souci. Alors, est-ce qu'il me faudra un chargeur sur lequel je puisse régler la puissance de charge pour pouvoir charger en fonction du surplus solaire? C'est-à-dire que là, les batteries que j'ai, la batterie à Ferri, que je vous ai fait le test et que je trouve très très bien, je peux la recharger qu'à 700 watts. Je peux pas la recharger à 200 watts. Si par exemple, j'ai peu de surplus solaire, si je produis que 500 watts, je vais consommer 200 watts pour recharger ma batterie qui, elle, dans tous les cas, va se charger à 700 watts. Comment faire pour que le chargeur puisse varier entre 0 et 1500 watts, par exemple? Je sais pas, je dis n'importe quoi, c'est peut-être un peu beaucoup 1500 watts. Je ne sais pas comment faire. Et pareil pour la décharge. Je voudrais aussi que la batterie puisse se décharger en fonction de ce que j'ai besoin dans la maison. Faut que je puisse rebalancer sur le réseau. Et pour pouvoir rebalancer sur le réseau, il faut bien que je puisse, moi, choisir ce que j'envoie. Et ça, je sais pas comment le faire. Alors, si je sais comment le faire, il y aurait des solutions. Il y a 2 solutions que j'ai vues grâce à des gens. Alors, ce système-là, ça s'appelle du couplage AC. Avec 2 batteries, 3 kW, on est à 2700 €. Ouais, le problème, c'est que ça pique, vous voyez. C'est des onduleurs hybrides. Ça, c'est vraiment une réflexion que vous devez avoir quand vous installez vos panneaux photovoltaïques. Et cette réflexion va être, est-ce que vous prenez un onduleur central ou des micro-onduleurs comme moi? Les micro-onduleurs, ils sont au niveau de vos panneaux photovoltaïques. Alors que là, un onduleur central, vous faites arriver tous vos câbles dans la maison. Et là, c'est des onduleurs qui permettent de recharger des batteries en fonction du surplus solaire. Là, c'est avec le système Sofar. Bon, en gros, l'onduleur, il est quand même à 939 €. Faut rajouter une batterie, 800 balles la batterie de 2,4. Je pense que dans l'absolu, il faudra au moins 2. Alors après, il y a aussi un autre système, le Victron. Bon, je pense que ça doit être à peu près dans le même type de prix. Moi, ce qui m'inquiète avec ces trucs-là, c'est est-ce que c'est facile? Visiblement, un internaute me disait que c'était assez simple à mettre en œuvre. J'ai peur que ce soit des usines à gaz. Alors apparemment, il suffit de brancher, ça fonctionne. Donc toutes ces solutions-là, pour l'instant, j'en ai pas trouvé une qui m'a vraiment encore convaincu au point de franchir le pas. 4800. Sortie 3000. En fait, tout ça me donne les calculs, le prix des batteries. Les euros par watt sont bas, plus intéressant. Donc les meilleures batteries descendent à 0,33. Vous voyez, la petite série A que j'avais acheté là, c'était quasi imbattable, 0,33 € par watt, soit pour 1 kW 337 €. Vous voyez que dans le cas du Sofar, c'est plutôt dans les 550 €. Ce qui est pas si cher que ça, parce que là on parle de batterie tout en un. Vous voyez que c'est plus cher de prendre Anker Zendur, 700 € pour 1000 Wh. Avec le Sofar, on est plutôt à 558. Donc c'est pas si mal que ça. La solution Sofar est pas dégueulasse, surtout si vous n'avez pas besoin d'acheter les onduleurs, que vous achetez, comme je vous disais tout à l'heure, directement l'onduleur hybride. Là, ça peut être vachement intéressant. Ce serait à refaire, je me demande si je ferais pas comme ça. Bon, maintenant c'est déjà fait. Et la Ferri que j'avais acheté 480 €, là ça commence à être très 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 bien. Il y a un autre truc que je voulais vous montrer, alors c'est juste pour vous en parler, mais d'ailleurs on n'en est pas loin en fin de compte avec le Zendur et tout ça. C'est le système Tesla, 13,5 kWh. C'est quand même du costaud le truc, c'est pas de la blague, il pèse 114 kg. Je trouve que Tesla n'insiste pas assez, ils ont fabriqué des tuiles solaires, ils ont fabriqué un Powerwall et tout ça, et en fin de compte je trouve qu'ils mettent pas le paquet là-dessus. Il faudrait qu'ils en vendent à l'appel. 6945. Attention, est-ce que c'est intéressant? Mais purée, c'est moins cher que le Sofar en final. I want to command it. Après, si c'est hors installation, faut rajouter 2000 balles d'installation. Est-ce qu'il y a d'autres concurrents qui pourraient fabriquer? Parce que ça, c'est un petit peu le futur, je pense. C'est vraiment, moi, c'est ça que je veux. C'est un Powerwall. Le truc, il est capable de tout faire. Charger, décharger, de manière intelligente, comme on veut, où on veut. Est-ce qu'il suffit juste de la brancher et puis ça fonctionne? Batterie David. Oh là là, en fait non, il n'y a pas d'onduleur. Ouais, ok, bon non, en final, c'est que la batterie à ce prix-là. Ok, au revoir. Au revoir Tesla. Enfin, vous avez compris, on va aller sur mon petit tableau. Alors, je vous explique très rapidement ce que j'ai fait. J'ai fait des tableaux dans lesquels j'ai rentré en fait toutes les données de chaque mois. Donc il y a la consommation ce que j'utilise comme énergie d'EDF, ce que je rejette sur EDF et la production solaire. Et puis à la fin, je fais un petit total de tout ça. Ça paraît un peu le bordel et c'est un peu le bordel. Alors je vous avouerai que j'ai pas fait d'effort sur la présentation. Je suis une quiche. Là, vous avez la consommation grid. C'est la consommation de mon Linky, ce que j'ai tiré d'EDF. Grid return, c'est ce que j'ai rejeté, l'injection. Et panneau, c'est ce que j'ai produit moi. Et le net panneau, ce que j'ai économisé. Dans ce que les panneaux ont produit, il y a une perte.
donc je prends en compte la perte. En 2023, je suis à peu près à 5 kWh de production par jour, net. C'est-à-dire une fois que j'ai rejeté dans le réseau. Je sais pas si ça va être très clair cette vidéo. On la refera si besoin, hein, vous me dites. Ce que j'appelle euro normaux, c'est le si j'avais pas de tempo, quoi. Hein, d'accord. Je serais à 1,20 €, forcément. L'économie est plus importante vu que ça coûte plus cher. L'électricité quand t'es pas en tempo. Par contre, en tempo, forcément, vu que c'est moins cher, j'y gagne moins. Après, j'ai fait aussi le comparatif entre les jours bleus versus les jours normaux. C'est là ça commence à être intéressant. C'est-à-dire que l'avantage de prendre tempo par rapport aux jours normaux. Sur l'année, j'ai produit en net 1311 kWh. Donc là, vous voyez qu'au printemps, je produis quand même moins qu'en été, en automne encore moins qu'au printemps. Alors vous allez voir, ça c'est assez intéressant ce que j'ai fait pour le coup. Là en gros c'est combien de temps pour que ce soit rentable mon système. Pour une installation à 2600 €, il me faut à peu près 6 ans en tarif normal, en net. Et si je rejette pas du tout, si j'ai un système de batterie par exemple, il me faudrait 4 ans. Donc on passe de 6 ans à 4 ans. Si j'utilise tout mon surplus solaire avec le tarif EDF normal, si j'utilise le tarif tempo, 9 ans si j'optimise rien du tout, 6 ans si je fais très attention et que j'arrive à stocker de l'énergie et à la redistribuer quand il faut. Si je regarde le cumul, c'est-à-dire l'économie que je fais quand je mets le tempo par rapport aux jours normaux classiques, là par contre il me faut que 4 ans, voire 3 ans et demi. Si vous prenez tempo, en 4 ans, vos panneaux sont rentables par rapport au tarif classique. Non tempo. Je ne prends pas en compte les jours heures creuses, heures pleines et tout. Là, je vais pas rentrer dans ce délire. Si je rajoute l'Anker 1600, on est à 2200. On va dire 2200, 4800. Là, par contre, j'optimiserai. Donc là, il y aura plus le net. Ce sera plutôt au mieux. On passe à entre 6 et 7 ans de rentabilité. C'est-à-dire que voilà, et encore là, je suis sur une version pas trop chère. Si je prends le système Sofar de tout à l'heure, vous voyez que là, on passe en gros à 7-8 ans, 4,8 kWh. On doit s'approcher du au mieux, même s'il y aura toujours, à mon avis, des petites pertes les jours de grand soleil où la batterie va être rechargée. Puis à un moment, la batterie, une fois qu'elle est pleine, ça fait comme avec la voiture. Hein. Voilà, pour l'instant, je ne sais pas trop quelle est la meilleure des solutions. Beaucoup de gens vont vous dire que le plus simple, c'est le chauffe-eau. Je vais peut-être me renseigner un petit peu plus sur les chauffe-eau. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous avez une idée là-dessus? N'hésitez pas à m'en parler, à me donner votre avis. Je suis preneur. Bon, on va partir pour la conclusion. En conclusion, est-ce que je vous conseille de prendre des panneaux? Oui, 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 oui. Mais, déterminez vraiment ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez charger une voiture, pas charger de voiture? Réfléchissez, comme je vous disais tout à l'heure, micro-onduleur, onduleur central. Si vraiment votre seul but c'est d'annuler votre talon de consommation, partir sur des micro-onduleurs, vous prenez pas la tête, voire des kits préfabriqués plug and play, et puis voilà, vous prenez 2 kits plug and play de 400, vous annulez votre talon. Si vous voulez recharger la voiture, là va falloir taper sur 6-8 panneaux, et là dans ce cas-là, vous aurez le même problème que moi. Que faire de cette électricité quand vous ne rechargerez pas votre véhicule? Je pense qu'on a évoqué pas mal de solutions entre la vente, le stockage, le ballon d'eau chaude. Voilà, il y a de multiples solutions. Moi, j'ai pas trouvé là encore la solution idéale. Je vais la trouver. Après, vous pouvez aussi ne rien en avoir à faire, hein, puis balancer dans le réseau, puis basta. Hein, c'est chacun son truc. Je ne critique pas. Cette électricité, elle sert écologiquement parlant. Hein. Elle sert au réseau, elle sert aux voisins. Mais bon, elle est perdue pour vous. Moi, dans tous les cas, je vous conseille sans aucun souci de franchir le pas pour les panneaux photovoltaïques. Réfléchissez bien quelle solution. Il y a des gens bien plus qualifiés que moi. Là, je fais un petit peu de la vulgarisation. Des fois, peut-être que je vous embrouille un petit peu plus, mais au moins, ça vous donne une idée de ce qui existe, de ce qui se fait, de quoi on parle. J'espère que cette vidéo vous aura autant plu que la première, qui a quand même plutôt pas mal marché. Abonnez-vous. Non seulement ça fait plaisir, mais ça vous permet d'avoir mes mises à jour. En espérant que ça vous ait plu. Merci d'avoir été jusqu'au bout. Je vous dis ciao, bye bye les gens.